Voilà, donc cet exposé donc, va consister une présentation d'un programme assez récent qui a été lancé donc, par un mathématicien spécialiste de la théorie de l'homotopie et qui est pertinent pour cette réunion parce que ce programme a plusieurs connexions avec les mathématiques constructives. Donc c'est le programme de Vladimir Voïvodský pour exprimer les mathématiques en théorie des types dépendants au lieu d'utiliser la théorie des ensembles. Alors, donc un aspect intéressant par rapport à ce qui a été dit, c'est que donc on oppose souvent l'aspect constructif des mathématiques sur les mathématiques constructives à l'abstraction. Donc il y aura une opposition entre constructivité et abstraction. Alors ça, on a vu déjà dans l'exposé de Marie-Françoise que c'était pas une opposition qui est réelle, parce que rien n'oppose l'abstraction à la constructivité. Et donc ça va être vu, on va le voir aussi dans cette présentation, parce que donc si ce programme se réalise, on va arriver à avoir une description effective, constructive, d'objets qui sont considérés traditionnellement comme étant très abstraits. Alors, donc je vais commencer par décrire ce programme donc, en 3 points. Donc le premier point, c'est donc une description des mathématiques. Donc je vais commencer par présenter la vision des mathématiques suivant Voïvodský. Donc c'est aussi lié à ce qui a été dit dans le dernier exposé, l'aspect naturalisme. Donc on veut décrire les objets mathématiques quels qu'ils sont. Et ce programme-là commence par une description de comment Voïvodský voit les structures mathématiques, les objets mathématiques. Et cette description, donc, c'est fondée sur l'idée que les mathématiques peuvent être vues comme une analyse de structure, donc non pas comme structure sur les ensembles, comme dans la théorie de Bourbaki, mais théorie des structures sur les infinis groupoïdes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la théorie des types dépendants, qui a été développée pour des raisons très différentes, donc, qui a été développée en fait en partie par Martin Löf pour fournir un système formel dans lequel on puisse exprimer les mathématiques de Bishop, telles qu'Henri l'a présenté. Donc la théorie des types dépendants en fait fournit un langage et un système de notation approprié pour représenter de telles structures sur les infinis groupoïdes. Le troisième point, donc, qui est intéressant pour les mathématiques constructives, c'est que ceci donne une interprétation nouvelle de ce formalisme qui, à l'origine, était développé pour représenter les mathématiques constructives. Et ça en suggère en fait quelques extensions. Donc là, il y a une interaction qui commence à voir le jour entre donc les théories mathématiques de l'homotopie et les mathématiques constructives. Très bien. Donc je vais commencer par description des objets mathématiques suivant Voïvodský. Donc au niveau de base, c'est la description des structures mathématiques comme dans Bourbaki. Donc c'est les structures algébriques et structures d'ordre, donc structures sur des ensembles. Donc les groupes, les anneaux ou les treillis. Donc c'est des ensembles qui sont munis d'opérations et ces opérations ont des propriétés. D'accord. Donc à ce niveau, par exemple, on peut parler de structure initiale. Et pour les structures initiales, il y a une notion d'unicité à isomorphisme près, ce qui est important. Et comme je l'ai dit, c'est le niveau considéré par Bourbaki dans sa théorie des structures. Donc le niveau suivant, pardon ? Alors le niveau suivant est décrit d'habitude. Donc si on demande à un mathématicien comment il va stratifier les objets mathématiques, il va dire oui, au début donc, il y a les ensembles, et au niveau suivant, il y a les catégories. Alors là, il y a un point sur lequel Voïvodský insiste, c'est qu'il faut, d'après lui, donc il est plus approprié de penser le niveau suivant de description des objets mathématiques comme étant les groupoïdes et les structures sur les groupoïdes.
Et, donc, une catégorie devra être vue comme l'analogue d'une structure d'ordre au niveau des groupoïdes. Alors là, ce niveau-là intervient dès qu'on veut considérer des collections de structures. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que donc, la notion d'égalité pour les objets ensemblistes est remplacée par la notion d'isomorphisme. Et la notion d'isomorphisme qu'on avait, donc, par exemple, qu'une structure initiale était caractérisée isomorphisme près, à ce niveau-là, ça va être vu comme étant, on ne va pas avoir unicité à isomorphisme près, mais on va avoir unicité à équivalence catégorique près. Alors, donc je voudrais donner un exemple de cette situation-là. Donc un exemple de collection qui n'est pas un ensemble, en fait, c'est la collection des ensembles lui-même. Donc il ne faut pas voir la collection des ensembles comme un gros ensemble, mais en fait, il faut voir la collection des ensembles comme un objet d'une nature qualitative différente qui va être un groupoïde. D'accord ? Alors pour un exemple un peu plus qui illustre cette perte d'isomorphisme à ce niveau-là, donc si X est un ensemble donné, alors on peut considérer deux collections, donc grosses collections, la collection, cette collection-là et cette collection-là. Alors quels sont les objets de cette collection ? Un objet de cette collection, c'est juste une famille d'ensembles sur X, sur grand X. Donc c'est juste une application de grand X dans les ensembles. Donc pour chaque élément petit x de grand X, je vais me donner un ensemble f de x. Alors ça, c'est une collection possible qui va être donc, qui aussi ne doit pas être pensée comme un ensemble, mais doit être pensée comme un groupoïde. Mais alors il y a une autre description de cet objet, qui est la suivante, où un objet de cette collection, c'est la donnée d'un ensemble y et d'une application de y dans x. D'accord. Donc il y a un ensemble y et puis une application. Alors là, pour un mathématicien, en fait, ces deux collections sont équivalentes. C'est les mêmes. Donc toute propriété d'une collection doit être une propriété de l'autre. Mais à ce niveau-là, on n'a pas un isomorphisme entre ces deux collections. Alors, donc, quelles sont les applications qui permettent de passer d'une collection à l'autre? Alors, donc on peut les écrire. Donc, si je pars d'une famille d'ensembles, f de x pour x en grand X, donc c'est très simple de définir un objet pour la deuxième collection qui va être, je vais prendre la somme disjointe de cette famille et je vais prendre la projection sur l'ensemble X. La première projection sur l'ensemble X. Donc ça me définit une application grand F de cette collection dans cette collection. D'accord ? Et on a une autre opération dans l'autre sens, donc grand G. Si je me donne une... pardon ? Ah oui, c'est très embêtant. Famille, je vais l'appeler grand H. D'accord. Très bien. Alors, si je me donne une famille, un ensemble Y et une application de Y dans X, je peux définir une famille d'ensembles qui va être la famille des fibres de cette application. F-1 de X, X en grand X. Alors, ça me définit une application grand G de cette collection dans cette collection. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe si je fais, par exemple, si je pars d'une telle application Y dans X, et puis j'applique cette opération, et puis je reviens, et bien je vais avoir une autre... donc je vais faire ça. Je pars de YX, F, et puis j'applique cette opération. Je vais avoir cet ensemble-là. Donc la réunion disjointe des fibres, et la première projection. Et alors donc, je n'obtiens pas exactement le même ensemble, mais j'obtiens un ensemble qui est isomorphe. Donc ce qu'on arrive comme situation, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un isomorphisme exact, mais en fait, ce qu'on a, c'est que pour chaque
dans cette situation, pour chaque objet, c'est ce que j'ai écrit ici, G de f de A et A sont seulement isomorphes et ne vont pas être égaux en général. Donc on obtient quelque chose qui va remplacer la notion d'isomorphisme. Et cette notion-là, donc, c'est exactement la notion d'équivalence catégorique. Très bien. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand on considère donc des collections de structures, comme ça. Alors, bien sûr, on peut continuer cette opération-là, on peut considérer des collections de collections, et donc on aura, à ce niveau-là, les structures sur les deux groupoïdes, etc. Et on aura une notion aussi qui va correspondre à cette notion d'équivalence au niveau des groupoïdes, qui va être une notion de deux équivalences, qui va être plus compliquée. Et on peut itérer ça, et donc on obtient une notion de n groupoïdes, puis en fait, on peut aller à l'infini, et on obtient la notion d'infini groupoïde. Alors, ce dont on peut avoir peur, c'est que la description de ces objets devient de plus en plus complexe. Et donc, c'est de plus en plus compliqué d'écrire ces notions-là. Mais donc, il y a eu une grande donc, remarque par Grothendieck, qui est la remarque suivante, c'est qu'en fait, il y a une description alternative de ce qu'on obtient en itérant ces notions de collection, qui vient de la théorie de l'homotopie. Donc en fait, Grothendieck a remarqué que ce qui se passe quand on veut décrire ce qu'on obtient à l'infini, donc les infinis groupoïdes, on obtient quelque chose qui en fait donc, doivent être similaires, en fait, donc doivent constituer des modèles particulièrement adéquats pour les types d'homotopie, c'est-à-dire les espaces topologiques à homotopie près. Donc en fait, ce qui se passait ici, que G de f de A était seulement isomorphe à A. Donc on avait seulement un isomorphisme, mais pas une égalité. C'était H ici. Sinon, G de H de A, qui va être isomorphe à A. D'accord ? C'est analogue à la situation suivante en théorie de l'homotopie, qui est la... c'est que, donc, si on a deux espaces topologiques A et B, et on a des applications H et G, on va dire que H et G donc, vont définir que A et B ont le même type d'homotopie, pas si on a que G composé avec H et l'identité, mais en fait si l'application donc G de H de A, donc l'application de A dans A, n'est pas égale, mais est homotope à l'application identique de A. Donc on a une situation tout à fait analogue à ce qui se passe ici. Et donc ce que dit Grothendieck, c'est qu'en fait, c'est exactement, si on décrit les types d'homotopie, c'est exactement ce qui se passe quand on itère cette description des objets mathématiques. Alors, donc l'idée à laquelle on arrive comme ça, c'est que, en fait, ce que les mathématiciens considèrent, donc c'est pas des structures sur les ensembles, mais c'est des structures sur les types d'homotopie. Et la notion de bijection, donc qui intervient au niveau de base, quand je dis qu'il y a unicité des structures initiales, donc c'est A isomorphisme près, donc bijection près, en fait, doit être généralisé au niveau complet, doit être généralisé par la notion d'équivalence au sens homotopique. Donc c'est ça la description des objets mathématiques qui, d'après Voïvodský, décrit bien les mathématiques contemporaines telles qu'elles sont développées maintenant. Donc on voit que cette description enrichit la notion de collection. Donc la notion d'ensemble est supposée représenter la notion de collection. Ici, on a aussi une notion qui veut représenter la notion de collection, mais c'est une notion plus générale, ce n'est pas seulement un ensemble, donc ça va être une collection d'ensemble, puis une collection de collections d'ensemble. Donc c'est la notion primitive de collection qui, au niveau de base, est représentée par des ensembles, va se raffiner en une notion plus générale de forme, c'est-à-dire de type d'homotopie, c'est-à-dire d'espace topologique à homotopie près. Donc ça, c'est une description qui vient donc, de la pratique mathématique. Et donc ce que Voïvodský a cherché, c'est
c'est d'avoir un système formel qui représente cette description, qui doit être, d'après lui, une description des mathématiques telles qu'elles sont. Puisque d'après lui, il a un problème avec la notion d'ensemble, puisque cette notion ne représente que le niveau de base, et il voudrait une description des objets mathématiques qui soit plus fidèle aux mathématiques telles qu'il pratique. Et alors la surprise donc, pour Vygotsky, ce que je veux donc présenter ici, c'est que cette description des objets mathématiques, donc quand il a essayé de faire cette description-là, il est arrivé à un système formel qui est en fait identique à un système formel qui avait été développé précédemment dans le cadre des mathématiques constructives, qui était la théorie des types dépendants. Et dans ce formalisme, donc, la notion d'infini groupoïde devient une notion primitive. Et les notions d'ensemble, de groupoïde, de deux groupoïdes sont dérivées, des notions dérivées. Donc c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Alors, donc la théorie des types, bon, donc c'est une histoire assez riche. Donc, je veux juste faire une remarque que donc le papier fondateur de la théorie des types est apparu la même année que le papier fondateur de la théorie des ensembles. Alors, donc il y a eu la théorie des types telle que formulée par Russell était assez complexe. Elle a été simplifiée donc, par Alonzo Church dans la formulation simple des types. Mais en fait, la version de la théorie des types qui va être utilisée ici, donc c'est une version théorie des types plus complexe qui utilise notion de type dépendant. Donc, étant donné donc, les contraintes de temps, donc, je vais me limiter à une description assez vague en fait, de cette théorie, mais qui j'espère suffira pour expliquer comment cette théorie peut représenter donc, les types d'homotopie. Donc c'est quoi l'idée pour quelqu'un qui vient de la théorie des ensembles? L'idée de cette théorie, c'est qu'on va choisir certaines opérations qui sont des opérations dérivées en théorie des ensembles et qu'on va les prendre comme primitives. Et donc, quelles sont les opérations qu'on va prendre comme primitives dans ce formalisme? La première notion qu'on va prendre comme primitive, c'est la notion de famille de type, donc famille d'ensemble. D'accord ? Et ensuite, on aura certaines opérations qui vont être considérées comme primitives sur la notion de famille de type, qui est cette notion-là, donc la notion de somme disjointe. Donc ça, c'est une notion qui est définie en théorie d'ensemble. Donc, okay, ça, c'est un objet défini. Ici, c'est un objet primitif. Et les objets, donc, c'est quoi un objet de ce type-là? Un objet de ce type-là, ça va être un objet de type A, dans le type A, et un objet B, alors qui est B de X, donc c'est une famille d'ensemble sur X, une famille de type pour X qui varie dans A. D'accord? Et donc, si j'ai un élément petit a dans grand A, alors j'aurai un type particulier, je vais remplacer petit x par A. Et donc là, pour me donner un élément de cette famille disjointe, somme disjointe, je dois me donner un élément petit b qui est dans le type b de A. Donc c'est possible de lire ce transparent en ayant une vision ensembliste des choses. Donc c'est juste, au lieu de dire ensemble, je dis type et je peux former ça. Donc ça, c'est ce qu'on forme en théorie d'ensemble. En théorie d'ensemble aussi, on peut former l'ensemble des sections, si on a une famille de types. Donc ça, c'est quoi? Ça va être le type des sections, donc des opérations F, qui prennent un objet X dans grand A, et puis me fabriquent un élément dans B de X. Enfin, je peux introduire d'autres opérations primitives sur les types. Donc par exemple, la somme binaire disjointe, donc c'est un élément de cette somme-là, ça va être soit un élément dans grand A, soit un élément dans grand B, mais je garde l'information, je sais d'où ça vient. D'accord. Donc c'est ça l'idée de la théorie des types, en gros, c'est qu'on va juste se limiter à des opérations primitives qui suffisent en fait pour construire les mathématiques. Et alors, un point donc, qui est fondamental dans cette approche, c'est la remarque qu'en fait on peut réduire la logique à des constructions sur les types. Donc ça, c'est l'idée qu'on peut représenter en fait les propositions comme les types et penser un élément d'un type comme étant une preuve de cette proposition.
Donc ça, c'est une idée qui est fondamentale en logique constructive, en mathématiques constructives. C'est l'idée que, donc il vient, comme Henri l'a rappelé, donc Kolmogorov, 1925. Donc c'est par exemple, qu'est-ce que c'est que de prouver A ou B, en fait, c'est de construire un élément soit dans grand A, soit dans grand B. De prouver soit A, soit B. Qu'est-ce que c'est que de prouver A flèche B? Donc A implique B, ben, c'est construire une fonction de A dans B, qui va me transformer une preuve de A en une preuve de B. D'accord. Donc c'est comme Henri l'a rappelé, donc, pour Bishop, donc la discussion qu'il a initiée en mathématiques constructives, c'était le fait que A implique B, intuitivement, c'est vraiment transformer toute preuve de A en une preuve de B, et c'est pas A implique B ne doit pas être défini comme non A ou B. D'accord. Alors, et de manière plus simple, donc A et B, ça va correspondre au produit cartésien. Alors une remarque, donc, qui ne joue pas un rôle essentiel ici, mais je vais le faire quand même, c'est que j'ai dit que la notion essentielle, c'est la notion de famille de type. Alors il y a un cas trivial de cette famille de type, c'est le cas où cette famille-là est constante. C'est-à-dire que B de x ne dépend pas de x. Donc dans ce cas-là, si on prend la somme disjointe d'une famille constante, on obtient exactement A fois B. Et si on obtient donc si on regarde le cas du produit dépendant, du type des sections, et le cas où B ne dépend pas de A, on obtient exactement A flèche B. C'est les sections comme ça, donc c'est les fonctions de A dans B. Et alors, donc cette représentation de la logique va plus loin que la logique propositionnelle. Elle s'applique aussi à la logique des prédicats. Donc par exemple, le quantificateur universel va être représenté par le type des sections. Alors pourquoi? Parce que prouver en mathématiques constructives, pour prouver pour tout x dans A, B de x, eh bien c'est si on me donne un objet petit a dans grand A, je peux prouver B de A. Donc si on lit ceci avec ce dictionnaire, ben c'est exactement, si je me donne un élément dans grand A, je peux trouver un élément dans B de A. Et il existe x B de x, donc là, si on prend l'existence effective, qu'est-ce que prouver il existe x dans A, B de x? Ben c'est construire un témoin. Donc c'est construire un élément de grand A et construire une preuve que ce témoin vérifie bien la propriété B. Donc c'est exactement construire un élément de la somme disjointe sigma x dans A, B de x. Très bien. Alors pourquoi cette réduction est intéressante? Alors là, le premier qui a compris en fait l'intérêt de cette réduction pour représentation des preuves mathématiques sur ordinateur, donc c'est De Bruijn, qui a mis au point un système qui est construit sur cette idée de représenter les propositions comme des types. Prouver une proposition, donc revient à construire un élément d'un type donné. Donc là, il y a une description très très bonne de la contribution de De Bruijn, donc par Donald Knuth, donc qui est intéressant pour la discussion parce qu'en fait ce formalisme-là, c'est un formalisme qui représente la notion de construction directement. Et en représentant la notion de construction directement, on représente aussi les preuves mathématiques. D'accord, donc c'est ce qui est dit ici. On n'a pas besoin de la logique traditionnelle. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des éléments. Et comme ça, on va construire, quand on construit des éléments et on pense à un type comme une proposition, en fait, on va prouver des choses. Donc ça, c'est l'intérêt de... C'était pour ça que donc, les informaticiens ont été intéressés par ce formalisme. C'est qu'il permet de représenter les mathématiques. C'est un système formel qui représente bien les preuves mathématiques. Alors, donc ça, on utilise... donc De Bruijn disait qu'il utilisait la notion de type dépendant. La notion de type est aussi utilisée en informatique. Et donc, il était plus ou moins clair que la notion de type qui intervient ici est différente de la notion d'ensemble. Donc ça, c'était déjà clair, même avant les travaux de Voevodsky. Donc, par exemple, il y a un papier par Maurice, Type 7.
Donc on a deux notions qui sont liées à la notion intuitive de collection. On va représenter collection d'objets, mais on obtient deux notions qui sont différentes, la notion d'ensemble et la notion de type. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc les gens sentaient qu'il y avait une différence, mais donc jusqu'à travaux récents de Wojciechowski, il n'y avait pas vraiment d'explication d'où venait cette différence et quelle était cette différence-là. Alors, donc j'ai dit qu'on va représenter la notion de collection. Donc, comme en théorie des ensembles, on va représenter des collections de collections. Et donc, dans le formalisme de la terminologie de la théorie des types, donc c'est la notion. En fait, c'est une notion qui est inspirée, une notion qui vient de la théorie des ensembles, qui a été introduite par Grothendieck. C'est la notion d'univers. Donc, un univers, ça va être un type dont les éléments sont des types et qui est clos par les opérations qu'on peut faire sur le type. Donc ça, c'est utilisé pour représenter des collections de structures. Donc par exemple, si je veux représenter le... Non, peut-être oui, c'est ça. Donc si je veux représenter une notion de structure, donc par exemple, notion des types qui sont dans le premier univers, qui sont munis d'une opération binaire et d'une constante, je vais utiliser ce sigma, ce type somme. Donc là, on voit qu'on utilise donc le type sigma que j'ai introduit, qui était une opération primitive, et puis on voit qu'on peut, comme on a la notion d'univers, on peut introduire cette famille de types sur l'univers U0, et comme ça, on va représenter une structure mathématique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un élément de ce type-là? Donc ça, c'est un cas particulier donc c'est un cas particulier d'un type somme. Donc c'était sigma x dans A, B de x. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'un élément de ce type-là? C'est une paire petit a B, où A est dans grand A, et petit b est dans B de A. D'accord. Donc là, j'ai un exemple particulier de cette situation. Type somme, c'est ce type somme-là. Et donc, si j'applique cette définition et je demande qu'est-ce que c'est qu'un élément de ce type-là, eh bien, un élément de ce type-là, ça va être une paire, grand X est quelque chose, où grand X va être de type U0. D'accord. Donc, grand X va être un type. Et puis le quelque chose en question, eh bien, c'est dans un produit cartésien, donc ça lui-même, ça va être une paire de des éléments FA, où F va être de type x fois x dans x, donc f va être une opération binaire, et petit a va être dans x, donc petit a va être une constante. D'accord. Donc en utilisant juste les opérations que j'ai introduites, je peux représenter une notion de type de structure. D'accord. D'accord. Donc comme en théorie des ensembles, donc ça ne suffit pas d'avoir un univers, il faut introduire une hiérarchie d'univers. Très bien. Alors, donc ça, c'était le formalisme de la théorie des types, d'accord, qui, je l'ai dit, a été donc mis au point pour représenter les mathématiques constructives. Donc, un des premiers buts de Martin Löf quand il a mis au point ce formalisme, c'était de représenter les mathématiques de Bishop. Alors, la connexion donc, avec les infinis groupoïdes apparaît quand on veut représenter l'égalité dans ce formalisme. Donc jusqu'à maintenant, donc parmi les types que j'avais introduits, donc il y avait sigma, produit dépendant et tout, je pouvais représenter les notions logiques, mais je n'avais pas moyen de représenter l'égalité. Et alors, donc là, c'est ce qui se passe, c'est la notion suivante. Donc je vais représenter l'égalité. Alors l'égalité de deux objets en mathématiques, c'est dire que deux objets d'un ensemble A0 et A1 sont égaux dans un ensemble grand A. Donc ça, c'est une proposition qui est vraie pour certains objets de A0 et de A1. Donc là, je veux suivre cette idée de proposition comme type. Donc ce que je vais faire, je vais introduire un type qui va représenter cette proposition-là. Donc
Donc c'est ce qu'a fait donc Martin Löf, mais en fait, donc De Bruijn avait considération analogue à peu près en même temps, c'est d'introduire un nouveau type, donc, que je vais noter comme ça, d'accord, qui va dépendre de grand A, qui va être un type, U, et A0, A1, qui vont être des éléments de type A. Donc ce que je vais introduire dans ce formalisme, c'est une famille de types, comme ça, qui va être aussi primitive. Donc c'est une famille de type EQA, comme ça. Et ça va être un type. Et il faut penser à un élément de ce type-là comme étant une preuve que les éléments A0, A1 sont égaux. D'accord. Alors, donc, ça devient intéressant, c'est que dès qu'on introduit ce type-là, on a déjà un germe de connexion avec les infinis groupoïdes. Alors, c'est parce que, pourquoi? Parce que cet objet-là est en lui-même un type, d'accord, et je peux considérer le type des égalités sur n'importe quel type, je peux itérer cette construction. Donc si P et Q sont deux objets de ce type-là, je peux former ce type-là. D'accord. Donc ce qu'on obtient intuitivement, donc c'est l'image suivante, c'est que je peux considérer si j'ai deux objets A0, A1, et puis si je considère deux preuves d'égalité entre A0 et A1, je peux commencer à considérer donc, les preuves d'égalité entre égalités. Et l'image qui apparaît, donc, c'est exactement l'image qui apparaît quand on va former les infinis groupoïdes. Alors, ensuite, donc, ça c'était le premier point. Dès qu'on a introduit ce type comme primitif, on a une connexion avec les infinis groupoïdes. Alors cette connexion va être encore plus forte quand on va commencer à énoncer les lois d'égalité, les lois de l'égalité dans ce système-là. Alors, quelles doivent être les lois de l'égalité pour ce système? Alors, donc on a en tête qu'on veut représenter donc, les preuves par des éléments explicites. Donc en fait, la première loi de l'égalité, c'est que tout objet est égal à lui-même. Donc ça va être introduit, on va le formuler en introduisant un élément particulier dans ce type-là, que je vais noter comme ça, 1A, qui va être un élément qui exprime que A est égal à A. Donc ça, c'est la première loi. La deuxième loi, qui est logique pour l'égalité, c'est que si j'ai une preuve que A est égal à X, alors toute propriété de A doit être une propriété de X. Donc j'ai cette implication-là. Alors, comme je suis j'ai représenté les propositions comme des types, ce que j'ai en fait, c'est si j'ai une famille de types, donc si C de X est une famille de types sur grand A, chaque fois j'ai une preuve que donc A est égal à X, donc chaque fois j'ai une égalité entre A et X, je vais avoir une fonction du type C de A dans le type C de X. Donc ça va être la deuxième loi de l'égalité. Si j'étais donc un logicien avant 1973, si on lui avait demandé quelles étaient les lois purement logiques de l'égalité, donc il s'arrête là. Parce qu'en fait, donc c'est les lois logiques de l'égalité qui sont connues en logique. Tout élément égal à lui-même et la règle de substitutivité. Alors ce qui est remarquable, c'est que quand on formule les règles logiques de l'égalité donc dans ce formalisme, en théorie des types, on tombe sur une nouvelle loi, qui est une loi purement logique de l'égalité, mais qui n'avait pas été mise en évidence avant Martin Löf. Alors, donc c'est la loi suivante, donc qui a l'air un peu mystérieuse comme ça, qui est la loi. Donc on se demande comment Martin Löf a pensé à ça. Et en fait, je vais expliquer ça dans le transparent suivant. C'est que si on regarde ce type-là, donc c'est quoi un élément de ce type-là? Eh bien, c'est une paire X oméga, où X est de type A, et oméga est une preuve que A est égal à X. D'accord? Donc ça, c'est le type des paires comme ça, X oméga. Donc c'est quoi ces objets-là? Donc c'est j'ai petit a ici, et puis j'ai un objet X et une preuve que A est égal à X. Alors dans ce type-là, j'ai un objet particulier qui est la paire A1A. Parce que là, j'ai
j'ai A, et puis A lui-même, ben A est égal à A avec la preuve de réflexivité. D'accord ? Donc j'ai cet objet-là, particulier A en A. Alors la nouvelle loi de l'égalité, c'est qu'en fait, dans ce type-là, tout élément est égal à cet élément-là. D'accord ? Donc ça s'énonce comme étant, donc dans ce type-là, sigma x dans A et Q A x. Donc l'élément A en A est égal à l'élément x oméga. Alors comme je l'ai dit, donc ce qui est remarquable, c'est que c'est une loi qui est purement logique, donc qui est vraie pour l'égalité, purement analytique, mais qui n'avait pas été mise en évidence donc avant Martin-Löf. Alors donc là, ça, c'est pas la formulation usuelle de cette loi, et donc ça va expliquer comment Martin-Löf a mis au point cette loi. En fait, la formulation usuelle de cette loi, c'est de dire que pour montrer C de x oméga, où x oméga est un élément quelconque de cette sigma type, en fait, il suffit de le montrer pour 1 en A. D'accord ? Donc cette implication-là, en fait, ça dit que cet élément-là est égal à celui-là, parce qu'il vérifie les mêmes propriétés. Donc c'est comme ça que Martin-Löf l'a formulé. Et pourquoi il a pris cette formulation ? C'est de manière purement formelle. Il a pris la loi usuelle de l'égalité, qui est cette loi-là, et il a dit, je suis dans un formalisme où j'ai des types dépendants, et cette formulation-là n'utilise pas vraiment les types dépendants. Parce que là, j'ai x, et puis là, j'ai une preuve que A et x sont égaux, mais je n'utilise pas cette preuve dans ce qui suit. D'accord ? Là, P de A, P de x n'utilise pas cette preuve d'égalité. Donc il s'est dit, si on veut être systématique, en fait, il faut une formulation où je dépends de cette preuve d'égalité, et donc c'est cette formulation-là. D'accord ? Donc ça, c'est pour des raisons purement formelles, purement logiques, on obtient cette formulation-là, cette loi-là de l'égalité. D'accord ? Donc, en résumé, donc on va avoir 3 lois de l'égalité. Cette loi et cette loi. D'accord. Alors, donc maintenant, donc la surprise donc, qui a été énoncée donc en 1995, c'est qu'en fait, il résulte juste de ces lois qui sont purement logiques, que tout type est automatiquement muni d'une structure d'infini groupoïde. Donc on obtient, donc, par des considérations purement de théorie de la démonstration, on obtient une structure qui est la structure d'infini groupoïde. Alors, donc, comment on obtient ça ? C'est parce que, avec seulement ces deux lois-là, c'est très facile de montrer que l'égalité est en fait une relation d'équivalence. Alors, relation d'équivalence, en particulier, donc, elle est transitive. Donc, si A est égal à B et si B est égal à C, alors A est égal à C. Et ça, si je pense à ça comme une opération sur les preuves, eh bien, c'est exactement la composition. Donc, si j'ai une preuve que A est égal à B, et une preuve que B est égal à C, eh bien, je peux les composer, et j'obtiens une preuve que A est égal à C. Donc, le fait purement logique que cette relation est une relation transitive, si je pense à une proposition comme un type, ça va me donner la composition. Je veux un élément neutre, c'est 1A va être l'élément neutre pour la composition. Et puis je veux l'inverse, l'inverse c'est juste la symétrie de l'égalité. Donc ça donne une intuition pourquoi on va avoir une structure de groupoïde là-dessus. Alors ça, j'utilisais pour ça, j'utilisais que les 2 premières lois. Mais maintenant, je veux montrer que cette opération, par exemple, est associative. Et pour montrer que cette opération est associative, donc ce qui est remarquable, c'est qu'on a besoin de cette nouvelle loi de l'égalité. Donc si on n'a pas ce raffinement de l'égalité, on ne sera pas capable de montrer que l'opération de composition est associative. Donc ça, c'est juste ce qui manque pour montrer que la composition est associative. Et en fait, ça suffit, une fois qu'on a ça, en fait, on obtient directement donc la structure d'infini groupoïde. Donc, structure d'infini groupoïde qui est fondamentale en mathématiques puisqu'elle correspond à la notion de type d'homotopie. Mais alors, contrairement donc, à la présentation usuelle en mathématiques où un type d'homotopie est défini comme un espace topologique à homotopie près, donc c'est quelque chose de assez complexe mathématiquement. Et ici, on a un système formel relativement simple, très primitif,
et qu'il suffit, juste avec ces trois lois de l'égalité, ben j'ai une structure d'infini groupoïde. Alors, donc, comme j'ai dit qu'un infini groupoïde, donc pourquoi? Parce que j'aurai non seulement la composition des chemins, mais je vais aussi, je pourrais définir la composition au niveau 2, au niveau 3, etc. Et l'égalité, quand j'ai dit que l'opération était associative, bien sûr, c'est associatif pour l'égalité, modulo l'égalité. Donc c'est vraiment un infini groupoïde est présent dans cette structure-là. Alors, donc, d'après Grothendieck, donc infini groupoïde, ça correspond à un type d'homotopie. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire avec ces dessins-là. Donc c'est très naturel, étant donné tout ça, de penser à une preuve d'égalité comme un chemin entre A et B. D'accord? Puisqu'un type, maintenant, ça va être un type d'homotopie. Et A et B, ça va être des points d'un représentant de ce type d'homotopie. Et en fait, donc quand on fait la théorie des types d'homotopie, il y a une notion d'espace des chemins. Donc si A est un type d'homotopie, et A0, A1, c'est des points, et j'ai le type d'homotopie des chemins entre A et 0 et 1. Et ça va être ça, donc une interprétation mathématique des types. Je vais penser à un type comme un type d'homotopie. Et ce type d'égalité, ça va être le type des chemins. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir l'interprétation de la nouvelle loi de l'égalité, donc que j'ai dit était fondamentale pour montrer que tout type était un infini groupoïde, donc qui était la troisième loi de Martin-Löf. Donc quelle interprétation de cette loi-là? Eh bien, c'est l'interprétation suivante, c'est que, donc, qu'est-ce que dit cette loi-là? Elle dit que tout élément dans ce type-là est égal à A1A. D'accord. En fait, donc, si on regarde l'interprétation topologique de cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si je regarde donc, l'espace des chemins qui a une origine fixée, donc je fixe une origine A, petit a, et puis je regarde un chemin oméga de A dans X, donc c'est l'espace que je considère, ce qui était l'espace sigma X dans A, et Q A AX. D'accord, c'est ce type-là. Donc ça correspond à, regardez, cette fibration-là, donc l'espace des chemins qui a une origine fixée. Et bien, elle dit que l'espace total de cette fibration-là est contractile. D'accord? Tout élément de ce type-là est égal à un élément particulier. C'est la notion de contractibilité en théorie de l'homotopie. D'accord? Et bien, ce fait-là, donc, qui est clair géométriquement, puisque l'intuition géométrique de ça, c'est de dire que si j'ai un chemin comme ça, en fait, je peux le déformer continuellement en chemin constant de A dans A. D'accord? C'est clair que je peux, puisque A est fixe, je vais réduire X sur A et je vais me retrouver avec le chemin constant. Donc ça, c'est une intuition topologique directe. Et ce fait-là est fondamental en fait, en topologie algébrique, puisque c'est ce fait-là qui est à l'origine de la méthode de l'espace des chemins. Donc ça, c'est une citation donc, qui vient d'une interview donc, de Jean-Pierre Serre, qui décrit en fait, ce fait-là, qui est topologiquement qui est très simple, comme il dit, c'est vraiment une construction très simple. Et ben, cette description-là, c'est exactement la loi logique donc, de Martin-Löf sur l'égalité. Donc là, on a un exemple d'une loi logique qui correspond, une loi logique donc, qui est fondamentale pour l'égalité, qui correspond à une loi importante en topologie algébrique. Alors, donc d'autres exemples de cette analogie qui semble très forte donc, entre la théorie de l'homotopie et la théorie de l'égalité, c'est que donc en théorie de l'homotopie, donc il y a la loi d'échange, donc en particulier donc qui est le type d'homotopie donc pi n pour n supérieur à 2 sont tous commutatifs. Donc ça c'est quelque chose qui est montré donc, en topologie algébrique. Et bien, ça correspond à quelque chose de purement logique qui va être exprimé comme ça, qui va dire que dans ce type-là, eh ben, en fait, je peux trouver un élément de ce type-là qui me dit que la composition est commutative
pas au niveau des chemins, mais au niveau des chemins sur les chemins. D'accord ? Donc cette loi-là, correspond à la commutativité. Donc le fait que, si je prends ce groupe-là est commutatif. Donc ça, d'habitude, c'est montré en topologie algébrique avec des moyens analytiques. En fait, la raison pourquoi cette loi-là est valable, c'est une raison purement logique qui donc, peut se montrer à partir des 3 axiomes de l'égalité que j'ai montrés. On peut montrer cette égalité-là. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on le montre donc, comme une égalité, mais on n'aura pas l'égalité de ces deux objets, comme ça. Donc ça, on a aussi une correspondance entre... Donc il y a différentes notions d'infini-groupoïde, qui est la notion d'infini-groupoïde au sens strict et au sens faible. Cette différence-là correspond à quelque chose qui était discuté donc, en théorie des types. La différence entre deux sortes d'égalité, qui correspond à quelque chose qui est discuté en théorie de l'homotopie. Très bien. Donc je pense que je vais m'arrêter en fait ici. Donc il y aurait beaucoup plus de choses à dire sur cette correspondance, mais je pense donc ça suffit à montrer donc, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt qui vient des mathématiques, mathématicien, donc un spécialiste de la théorie de l'homotopie, qui est intéressé par une théorie qui avait été développée de manière pour des raisons purement mathématiques constructives. Oui, donc je m'arrête ici. Tu peux nous faire le service de définir infini-groupoïde? Oui, alors, oui, ça c'est une très très bonne question, parce que, oui. Parce qu'en fait, je voulais discuter de ça, donc j'ai beaucoup plus de choses à dire dans l'exposé, et je voulais donc adresser cette question-là. Donc là, il y a un problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un infini groupoïde, effectivement. Alors, et ça, c'est pas clair du tout. C'est pas... Donc il y a une notion intuitive. Alors, donc intuitive, c'est avec beaucoup de guillemets, quoi, qui est on commence avec la notion de groupoïde, et puis après, un groupoïde, donc je peux composer les chemins, je peux les inverser, et puis j'ai l'élément neutre, le chemin constant. Alors après, je peux avoir des chemins entre les chemins, d'accord, et je vais itérer ça, donc j'ai des chemins entre les chemins, etc. Et puis on obtient des images comme ça, et ça va être ça un infini groupoïde. Alors, donc on a cette intuition-là qu'on on veut capturer mathématiquement. Alors il y a une manière mathématique précise de capturer cette intuition-là, mais qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec l'intuition dont on est parti, qui est la notion d'ensemble simplicial de Kahn. Au sens de Kahn. Donc ça, c'est la définition mathématique précise de ce que c'est qu'un infini groupoïde. Donc on doit commencer par définir qu'est-ce qu'un ensemble simplicial. Donc ça, la définition mathématique, c'est qu'on a donc je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est que donc il y a une définition mathématique précise de ce que c'est qu'un ensemble simplicial. Et on ajoute une condition supplémentaire sur cette ensemble simplicial. Oui, alors la catégorie delta, donc c'est les objets, c'est les ensembles ordonnés finis linéaires, non vides, et les applications, c'est les applications monotones. D'accord. Donc ça, c'est la catégorie delta. Et un ensemble simplicial, c'est défini mathématiquement comme étant un préfaisceau sur cette catégorie. Alors, bon, donc il y a une intuition géométrique derrière. Et après, donc Kahn a mis au point donc, une propriété qui dit donc le but de son travail, en fait, c'était de définir, j'espère que j'ai une référence, oui, c'est ça. Donc Kahn a mis au point cette notion dans ce papier-là, et son but, c'était quoi? C'était, en fait, de définir de manière combinatoire les types d'homotopie et les groupes d'homotopie. Donc son but, c'était vraiment d'avoir une description purement combinatoire de cette notion de type d'homotopie qui, a priori, est définie via l'analyse. Parce que donc, un type d'homotopie, c'est un espace topologique à homotopie près.
mais on veut définir la notion de groupe d'homotopie là-dessus. Et Kahn a montré qu'il y avait une manière purement combinatoire de décrire ces objets-là. Et donc un des grands résultats de Voïvodský, c'est en fait de partir de cette notion précise d'infini groupoïde, qui est ensemble simplicial de Kahn, et de montrer précisément qu'on obtient bien un modèle des règles de la théorie des types que j'ai présentées. Donc on obtient bien un modèle de toutes ces opérations-là. Mais maintenant, A et B, donc A ça va être un ensemble simplicial de Kahn, et B de X, donc ça va être quoi? Kahn a défini non seulement la notion d'ensemble simplicial de Kahn, mais il a aussi défini une notion de fibration de Kahn. Donc qui est exactement, intuitivement, c'est une notion de famille d'espace simplicial au-dessus d'un espace simplicial, qui tape sur exactement que doit être une famille de types. Et donc le résultat fondamental de Voïvodský, c'est qu'on obtient un modèle de ces opérations-là qui vérifie les lois de la théorie des types et qui vérifie les trois lois de l'égalité. Donc ces deux lois-là et cette loi-là. Ouais. Mais effectivement, c'est un point qui est en fait délicat parce que la définition mathématique qu'on obtient est assez loin de l'intuition qu'on peut avoir. Et en fait, il y a des questions. Il y a des descriptions alternatives d'infini groupoïdes et on se demande en fait si elles sont équivalentes à cette définition-là. Donc, ça, on ne peut pas donner brutalement une espèce de caractérisation axiomatique. Il semble que la caractérisation axiomatique, ça soit exactement ça. En fait. C'est ça. Donc c'est la théorie des types avec donc un axiome, ces axiomes sur l'égalité, plus un nouvel axiome sur l'égalité qui a été mis au point par Voïvodský, qui semble être la bonne description axiomatique de ces objets-là. J'aurais deux questions concernant la logique. Quand vous avez décrit les connecteurs de logique visuelle, la première c'est pourquoi la négation n'apparaît pas, et ensuite quand vous parlez de on peut prouver à l'aide de etc. De quelle preuve primitive on parle, mais quel est le système de la logique primitive qu'on utilise? Oui, d'accord. Oui, alors la négation, donc, elle devrait être sur la liste en fait. Donc c'est le cas particulier de la somme disjointe. Donc la somme disjointe, qui a un cas particulier où c'est la somme vide. Donc c'est type vide, donc qui va être un type primitif aussi. Donc c'est un type N0, donc, qui logiquement doit être pensé comme la proposition absurde. Et la négation d'un type, en fait, donc si je veux définir non A va être défini comme étant A implique le type V. Donc ça c'est la définition usuelle en mathématiques constructives, où prouver non A, c'est en fait prouver que si on suppose A, on arrive à une contradiction. Donc c'est comme ça que... alors, donc c'est extrêmement intéressant parce que donc une remarque sur ce type vide, c'est qu'en même temps que donc Martin-Löf a formulé ce raffinement de la loi sur l'égalité que j'ai énoncé, en même temps, dans le même papier, il formule en fait un raffinement avec la loi d'élimination sur le type vide. Donc, quelle est la loi d'élimination sur le type vide usuelle? C'est que si on arrive à une contradiction, alors on peut montrer n'importe quoi. Donc, c'est que si G est absurde, alors n'importe quelle proposition est vraie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Martin-Löf a énoncé en fait un raffinement de cette loi-là, qui est la loi suivante, c'est si j'ai une famille de types sur le type vide, alors je peux montrer, j'ai une section pour tout x dans le vide, P de x. Donc ça, c'est aussi un raffinement de la règle d'élimination, qui est un raffinement avec les types dépendants. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette loi-là aussi, donc Martin-Löf l'a énoncé, le premier qui a vraiment utilisé ce raffinement-là pour montrer des choses donc, dans cette vision de la théorie des types, c'est Voïvodský. Donc Voïvodský, en fait, utilise vraiment ce raffinement de la règle d'élimination de la théorie des types. C'est assez intéressant. Et c'est en fait le premier qui l'a utilisé. Donc il y a des choses à dire intéressantes sur le type vide. En fait.
Dis-moi, si on a une catégorie qui est Cartesian closed, okay, on peut obtenir des groupoïdes, etc. à partir de ça. C'est-à-dire il y a une catégorie qui est close par exponentiation, oui, qui a une exponentiation. Ça se relie avec les infinis groupoïdes et tous les types qui est introduit là. C'est-à-dire, quelle est la relation entre... Tu as dit que les infinis groupoïdes permettent l'exponentiation. oui. Est-ce qu'on a une espèce de schéma inverse? Non, je pense pas. Donc, je pense qu'on a vraiment, enfin, au moins concrètement, on a des catégories qui sont cartésiennes fermées, qui semblent n'avoir rien à voir avec les types de homotopie. Oui, oui. Donc le résultat qui était, oui, c'est ça. C'est en particulier donc le fait que ça soit clos par exponentiation. Donc ça, c'était un résultat qui était aussi donc connu. C'est ça, oui. Donc c'est ça. Ça date de 54-55, donc c'était un résultat de Moore, en fait, qui a remarqué que cette notion d'ensemble simplicial de Kahn, donc contrairement à la notion usuelle d'espace topologique, qui elle n'est pas clos par exponentiation, en fait, si on passe au type d'homotopie donc qui sont décrits comme ensemble simplicial de Kahn, cette notion-là est close par exponentielle. Et donc ça, c'était aussi un germe de l'interprétation qui est venue après des types comme type d'homotopie. Je suis un peu perdu. Les infinis groupoïdes sont eux-mêmes les éléments d'un type produit dépendant. Oui, donc les infinis groupoïdes vont être eux-mêmes un élément d'un type. Donc on va avoir, donc ce qui est difficile dans ce modèle-là, donc on a un univers. En fait, on a une collection d'univers. Et ces univers-là, donc ont pour élément des infinis groupoïdes et sont eux-mêmes des infinis groupoïdes. Donc c'est ça que Vorovsky a construit dans son modèle. Donc il a dû construire une interprétation de cet univers-là et donc construire un infini du groupoïde des infinis groupoïdes. C'était ça.